Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À l'origine du talent de l'araignère, nous dit Pierre Anquetin, il y a une souffrance. C'est avec une infirmité que le petit Alexandre Balthazar Grimaud de l'araignère est venu au monde. C'était sous le règne de Louis XV, c'était en 1758. Il faut vous dire qu'il n'a pas de doigt, ni à la main gauche, ni à la main droite. Et à cause de cette infirmité, ses parents ont eu tendance à ne pas trop le regarder et à le confier à des domestiques. On l'a vite placé en pension, etc. Ce sont des gens sont très en vue dans la haute société, ses parents. Le père est fermier général. Vous savez que les fermiers généraux étaient ceux qui, sous l'Ancien Régime, étaient chargés de récolter les impôts, dont ils gardaient pour eux une part, généralement non négligeable. Quant à la mère, qui elle était de vieille noblesse, ce qu'on appelait la noblesse d'épée, elle tenait un salon extrêmement lancé, donnait de grands dîners dans un fastueux hôtel particulier de la rue des Champs-Élysées, un hôtel qui était de style néoclassique, le plus à la pointe, le plus à la mode. Le jeune Alexandre grandit donc tout à fait à l'écart de cette vie qu'on doit pouvoir considérer comme brillante. Il est malheureux, il est plein de ressentiment envers ses parents, envers le monde entier. Et quand il est assez grand, son père quand même va l'équiper d'une prothèse à chaque main. On va lui mettre des doigts artificiels qui sont recouverts de gants blancs et qui tout de même vont lui permettre de vivre beaucoup plus normalement. Ça va révolutionner tout. Maintenant, il peut tenir une fourchette. Maintenant, il peut tenir la plume. Et avec ces deux outils, j'allais dire la fourchette dans une main et la plume dans l'autre, d'une certaine manière, eh bien, il va se faire une place. Il va étudier le droit d'abord. Ça, c'est la demande de son père. Il le fait avec application, mais il rejette la carrière de magistrat qu'on prévoyait pour lui et choisit celle d'avocat. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir défendre gratuitement les roturiers contre les aristocrates. Je résume un peu vite peut-être ce qu'était l'ambition de ce jeune homme, mais en tout cas, il s'agissait pour lui de répondre d'une certaine manière à ce qu'on lui avait fait subir et de faire un pied de nez à son père. Notre gentilhomme a déjà un caractère bien trempé, il est plein de curiosité, se passionne pour la littérature, rédige des critiques, il fait partie de cercles littéraires, on le voit aux côtés d'André Chénier, de Monsieur de Beaumarchais ou de Rétif de la Bretonne. À 26 ans, il publie un petit ouvrage sur l'amour. N'oubliez pas qu'on est là dans une époque extrêmement licencieuse. Ça s'appelle « Les réflexions philosophiques sur le plaisir ». Rien de bien révolutionnaire dans le contenu, mais pour lui donner de la publicité, l'araignère décide d'organiser un souper extraordinaire, un souper dont on parlera dans tout Paris, une sorte de souper de la cour de Versailles, mais chez lui. Il faut dire que déjà, il a l'habitude d'inviter ses amis à de très bonnes tables. Il choisit lui-même ses produits au marché. Il va élaborer de nouveaux plats. Bref, la cuisine l'intéresse. Sauf que cette fois, il s'agit de frapper fort, si je puis dire, de marquer les esprits. Il envoie 17 invitations à des écrivains, des avocats, des magistrats, etc. Également à celle qui sera sa maîtresse du moment, déguisée en homme. Le carton d'invitation ressemble à une sorte de faire-part de décès, papier noir figurant un catafalque et un crucifix entouré de larmes d'argent. Vous êtes prié d'assister au souper-collation de Monsieur Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de l'araignère, qui se fera en son domicile rue des Champs-Élysées le 1er jour du mois de février 1783. On fera son possible pour vous recevoir selon vos mérites et on ose vous assurer dès aujourd'hui que du côté de l'huile et du cochon, vous n'aurez rien à désirer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le soir dit, les invités entrent donc dans la salle de réception de cet hôtel particulier. Dans Mystificateurs et Mystifiés, Paul Lacroix, vous savez, qui connaissait de grands bibliophiles et grands connaisseurs de toute cette société, nous décrit le décor. Cette salle, complètement tendue de noir, comme pour des funérailles, était éclairée par des candélabres gigantesques chargés de bougies. On eût dit une chapelle ardente. De toutes parts, des os et des têtes de morts peints et brodés sur les tentures, des arcs et des carquois, des cœurs enflammés et des couronnes de roses.
La table représentait un immense catafalque sur lequel brillaient au feu des bougies les plus belles pièces d'argenterie et d'orfèvrerie. Les assiettes de porcelaine peintes et dorées offraient pour sujet un ingénieux mélange d'attributs galants et funèbres. Une couronne de cyprès et de roses était disposée sous la serviette de chaque invité, qui dut la placer sur sa tête bon gré mal gré pour obéir à l'injonction du roi du festin. Voyez que on est dans une thématique Eros et Thanatos, si je puis dire. Les invités sont assez troublés par tout ça. On s'installe, ravis, et bientôt, un maître d'hôtel habillé en héros d'armes surgit et annonce le premier service: potage au riz et purée de navets, potage de santé, donc aux légumes, potage à la brunoise et d'autres potages encore. Et après l'annonce, les cuisiniers font leur apparition avec les plats qu'ils proposent de déguster. Puis vient un deuxième service, les entrées, puis un autre, du cochon accommodé de toutes les manières possibles, et puis des salades de 20 variétés différentes, des entremets et des sucreries et des pâtes confites, etc. 9 services, et comme à Versailles, la Reynière a enrôlé du public pour contempler le festin. Ces pauvres spectateurs devront se contenter de circuler quelques minutes sur la galerie qui surplombe la salle et de céder la place au suivant. Cette soirée d'un genre si particulier, cette soirée dont on n'avait jamais vu nulle part le moindre exemple, va avoir un succès considérable, retentissant. Le tout Paris, si l'on peut déjà employer cette expression, parle dès le lendemain de ce fameux souper. On en parle jusqu'à Versailles. Le livre de la Reynière sur l'amour se va vendre comme des petits pains. C'était quand même l'objet de cette soirée-là. Et puis surtout, le jeune homme maintenant est connu et reconnu comme le plus audacieux des amphitryons. Il est, à n'en pas douter, le plus brillant des autres. Vous écoutez Radio Classique. Alexandre Grimaud de la Reynière s'accomplit, vous l'avez compris, dans l'anticonformisme. On pourrait même dire dans la provocation. En 1786, il publie un petit pamphlet contre un éditeur, Saint-Ange. Mal lui en a pris, parce que Saint-Ange est quand même un protégé du grand ministre Turgot. La Reynière est radiée du barreau, bannie de Paris par ses propres parents. Le voilà maintenant en exil à Lyon, où il va ouvrir une épicerie droguerie, lui, l'avocat de belle naissance. Mais cette disgrâce, d'une certaine manière, est une chance, parce qu'elle va le maintenir éloigné de la Révolution, éloigné aussi de la terreur qui sévit à Paris plus qu'ailleurs, même si Lyon, vous le savez, n'a pas été épargné. C'est à Lyon qu'il va aussi s'éprendre d'une comédienne, Adélaïde Feuchère, et qu'il va l'épouser. Il lui écrit en guise de promesse: comme poète, avocat et philosophe, j'ai le triple brevet pour me dispenser d'être humble. Il ne rentre à Paris qu'en février 94, après la mort de son père, et va continuer jusqu'alors il va faire profil bas, on va dire, jusqu'à Thermidor, jusqu'à la chute de Robespierre. Et là, il revit comme beaucoup d'autres et va pouvoir renouer avec les excentricités d'avant, en lançant de nouveaux dîners. Victor Hugo lui-même, dans 93, parle de, je le cite, il parle des rues de Paris dans ce temps-là: Paris fut gai, d'une gaieté égarée, une joie malsaine déborda. À la frénésie de mourir succéda la frénésie de vivre, et la grandeur s'éclipsa. On eut un trimalcion qui s'appela Grimaud de la Reynière. Un trimalcion, c'est quelqu'un qui donne, qui reçoit, mais avec beaucoup d'ostentation. Alors, la Reynière se targue de ses aptitudes à diriger d'une manière neuve, originale et piquante des amusements très ordinaires. Désormais, sa principale occupation, ça va être de fureter dans tout Paris à la recherche des mets les plus fins, des plats les plus rares, les plus goûteux. C'est aussi le temps des premiers restaurants. Vous savez, on a ouvert des restaurants. C'est tout le personnel qui a été laissé par les grands aristocrates émigrés va se lancer dans ce commerce, et les cuisiniers vont monter des tables d'hôtes, des échoppes, des restaurants, etc. Et aucun de ces établissements n'échappe à la Reynière. Il a une grande qualité, cet homme-là, c'est qu'il fait toujours partager les découvertes qu'il a pu effectuer. Il a envie d'apporter de la publicité à ses producteurs, à ses cuisiniers, à ses restaurateurs. Et lui vient une idée, c'est de mettre sur pied un jury qui décernera des prix culinaires. On est là en 1803. Le jury va s'appeler le jury dégustateur. Claudine Brécourt-Villard, dans son anthologie de Grimaud de la Reynière, Variété gourmande, présente ce jury. Je la cite:
Les membres, choisis en fonction de leur appétit et de leur goût délicat, se réunissaient une fois par mois pour déguster et légitimer une trentaine de plats fournis gratuitement par les restaurateurs et les professionnels de bouche. Leurs séances, on n'en compte pas moins de 465 jusqu'au 26 mai 1812, duraient en général 5 ou 6 heures, leurs menus imprimés faisant les délices des becs fins de la capitale. Les dégustations ont lieu au Rocher de Cancale. C'est un restaurant qui existe toujours, d'ailleurs, rue Montorgueil. Et évidemment, en fonction des plats, satisfecit, sanction, tout ça publié chaque année dans l'Almanach des gourmands. Et là encore, c'est une innovation, vous l'avez compris. La critique gastronomique est en train de naître, tout simplement, avec ses enquêteurs, ses guides, ses prix, ses publics, ses célébrités et bientôt ses disgrâces. La première édition de cet Almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de faire excellente chair. Cette première édition, donc, paraît en 1803. On est encore à l'époque sous le consulat. C'est modestement signé par un vieil amateur. La Reynière a 45 ans à l'époque. C'est vrai qu'il commence à plus être tout à fait jeune selon les critères de ce temps. L'almanach va commencer par un calendrier nutritif qui recommande les produits de saison, mois par mois. Les endives, les huîtres, les canards l'hiver, les sardines, le poulet, l'abricot l'été, etc., etc. Et puis, il y a un itinéraire d'un gourmand dans divers quartiers de Paris qui permet de découvrir les bonnes tables, les boutiques, les bons traiteurs, etc. Par exemple, cet éloge de la galette des rois. Il a comparu sous la forme et en guise de gâteau des rois un gâteau de millefeuilles de la fabrique de Monsieur Rouget qui a été jugé la plus délicieuse chose qui existe en ce bas monde. Chaque portion vaut à elle seule tout un royaume. Aussi chaque convive emportera-t-il sa part comme la plus friande des reliques. L'eau nous en vient encore à la bouche en y songeant. Et les descriptions sont, vous l'avez compris, pleines de chatoiements. C'est un beau style qui entend amuser tout en évoquant les saveurs. Grimaud parle du noix comme d'une brune piquante ou d'une dinde du Gâtinais qui devient une grisette fraîche et vermeille dans ses simples atours. Il y a une autre ambition de la Reynière, qui est de réhabiliter un art de la table qui, depuis des siècles, s'était affiné, dit-il, et il critique bien sûr cette espèce de coup d'arrêt qui a été celui de la Révolution, en constatant une véritable renaissance du goût dans ces années du consulat, donc une fois finie la Révolution. L'aurore des beaux jours, de la bonne chair ne tarda point à luire, dit-il. C'est pour tâcher d'en fixer la durée. C'est afin d'offrir à ces dignes néophytes quelques documents utiles que nous sommes lancés dans la carrière alimentaire et livrés sans réserve à la littérature gourmande. Le succès inespéré qu'ont obtenu les 5 années de notre almanach des gourmands nous a prouvé que le nombre des candidats et des adeptes augmentait chaque jour et que tous demandaient impatiemment qu'on leur fît voir la lumière. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'éducation à la gastronomie se poursuit, nous dit Pierre Anquetin, avec la publication du Manuel des Amphitryon en 1808. Là, on est sous l'Empire, manuel destiné à la nouvelle bourgeoisie d'Empire, à qui il adresse cette pique. Il ne suffit pas d'avoir passé sa vie à rincer des verres pour être connaisseur en vin, ni d'avoir donné des assiettes à tout le monde pour savoir donner un bon repas. Ce sont 3 chapitres édifiant, nous dit Pierre Anquetin qui s'y est plongé. Le premier est intitulé « Traité de la dissection des viandes », parce qu'un autre qui ne sait pas découper une noix dans les règles de l'art est pareil au possesseur d'une belle bibliothèque qui ne saurait pas lire. Le second chapitre présente toute une liste de menus luxueux. Alors évidemment, pour des lecteurs du XXIe siècle, c'est une fenêtre un peu étrange sur une gastronomie qui ne l'est pas moins. Par exemple, ce menu de printemps pour 25 couverts avec 8 entrées. C'est comme un poème, un chapon à la spichot, des riz de veau glacés sauce aux tomates, une bayonnaise à la gelée, des côtelettes de mouton à la Saint-Laurent, une fricassée de poulet à la Chevalier, des filets de perdreau à l'espagnol, sauce au fumet, un vol au vent de morue de Hollande et des hâtelettes à la bourguignotte. Ne me demandez pas ce qu'est ce dernier plat. Et puis 8 entremets qui sont peut-être un peu plus proches de ce que nous avons tendance, nous, à déguster. Des cartes à l'essence, c'est-à-dire au jus de jambon, des petits pois
bois, une crème brûlée à la fleur d'oranger, des petits pains de seigle garnis, des épinards nouveaux veloutés, des haricots verts, une gelée au vin de Madère et des gâteaux de gnoufle. Qu'est-ce que c'est que le gnoufle ? Eh bien, si quelqu'un est capable de me le dire, je suis preneur. 3e chapitre consacré à l'art de l'invitation, avec ce conseil qui est toujours d'actualité. Nous ne conseillerons jamais à personne de parler politique à table. C'est un mauvais moment pour vouloir gouverner l'État que celui de la journée où l'on est le moins capable de se gouverner soi-même. La littérature, les spectacles, la galanterie, l'amour et l'art sont d'intarissables sources de joyeux propos. Nous ne parlerons pas de la médisance, il n'y a que les mauvais cœurs qui médisent à table, car rien ne doit rendre plus indulgent que la bonne chair. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alexandre Grimaud de La Reynière va poursuivre encore sa carrière d'amphitryon et de journaliste gastronomique avant de se retirer à la campagne où il vivra dans l'Essonne. Il va vivre jusqu'à la mort, il tiendra table ouverte, c'est ce que nous dit Claudine Brécourt-Villard. Il s'éteindra le jour de Noël 1837 après avoir consommé toute sa fortune en réception. Et croyez-moi, tous ceux qui ont eu l'occasion d'être reçus chez lui en ont gardé un souvenir incroyable. Il suffit de lire tous les écrits du temps. Il aura été une sorte de passeur. La science gastronomique est passée dans les salons, les bibliothèques et jusque dans les théâtres, et nous ne désespérons pas de voir bientôt une chaire de gastronomie dans nos lycées, annonçait-il, et entre parenthèses, c'était assez visionnaire ça. En hommage, on peut peut-être partager l'une de ses recettes, très accessible pour une fois. Alors attention, vous êtes prêts ? Voici les artichauts à la Grimaud de La Reynière. C'est lui qui écrit, bien sûr. Coupez de l'oignon en gros dés. Passez-les au beurre jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Assaisonnez de sel et d'épices et laissez refroidir dans le beurre, mais hors de la casserole. Faites cuire les culs d'artichauts séparés de leurs feuilles. Après les avoir fait égoutter, emplissez-les avec l'oignon, couvrez avec de la mie de pain et du fromage râpé et faites prendre couleur au four. Servez à sec. Vous écoutez Radio Classique.